Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à ce midi de la recherche intitulé Éthique organisationnelle, le rôle de la recherche en gestion. Je m'appelle Caroline Aubé, je suis la directrice de la recherche et du transfert et j'aurai le plaisir d'animer nos échanges ce midi. Avant de débuter, j'aimerais rappeler que les midis de la recherche sont enregistrés avec l'accord de nos panélistes, bien sûr, et qu'ils se retrouveront sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nos échanges porteront autour de l'éthique organisationnelle, l'éthique des affaires, l'éthique dans les organisations en général. Donc, comme vous le savez, la population est de plus en plus sensible et aux aguets de tout ce qui concerne le développement durable, la responsabilité sociale. Donc, la population a des attentes croissantes et de plus en plus importantes là, envers les organisations. Donc, on s'attend à ce que les personnes qui dirigent les entreprises, les organisations des différents secteurs d'activité adoptent des pratiques de gouvernance, des pratiques de gestion qui soient irréprochables. Le midi de la recherche d'aujourd'hui consistera donc à écouter 3 expertes dans le domaine de l'éthique organisationnelle et de pouvoir échanger avec elles sur la façon dont les recherches en sciences de la gestion peuvent contribuer à ce que les organisations adoptent des pratiques de gouvernance et des pratiques de gestion soit le plus éthique possible. Donc, nous avons 3 expertes. Donc, premièrement, Joé Martineau, qui est professeure au département de management. Joé réalise des recherches dans le domaine de l'éthique et de la neuroéthique organisationnelle. Elle enseigne également des cours sur l'éthique dans différents programmes réguliers de l'école et elle anime aussi des séminaires à l'école des dirigeants sur cette thématique-là. Nous avons également avec nous du département de sciences comptables Mouna Azghi, qui est professeure dans ce département et qui enseigne aussi des cours liés à l'éthique dans différents programmes. Elle est spécialisée, Mouna, dans l'audit et la régulation de la profession comptable. Elle s'intéresse notamment à la dynamique du pouvoir en contexte légal. Donc, nous avons bien hâte d'écouter Mouna. Et nous avons aussi avec nous la professeure Célia Choui du département de management. Célia fait des recherches aussi sur l'éthique dans les entreprises, les programmes d'éthique notamment, et elle s'intéresse aux enjeux de dénonciation. Donc, merci à toutes les 3 d'avoir accepté notre invitation. Durant la prochaine heure, donc Joé, Mouna et Célia vont nous partager leurs recherches, leur expérience, leurs bons coups et leurs réflexions dans leur domaine d'études. Et comme à l'habitude, nous disposerons d'une dizaine, de 10 à 15 minutes à la fin du midi de la recherche pour que vous puissiez interagir avec les panélistes. Donc, posez vos questions, exprimez vos commentaires. Vous pourrez le faire dans la fenêtre de clavardage ou lever la main. Et notre collègue Awa Diallo de la direction de la recherche et du transfert pourra prendre vos questions. Donc voilà, alors commençons. Allons-y avec une question brise-glace pour nos panélistes. Donc, comme l'éthique organisationnelle est un domaine vaste et que vous l'étudiez sous des angles différents, est-ce que vous pourriez nous résumer à tour de rôle la principale thématique de votre programme de recherche et vous pouvez illustrer avec des études récentes que vous avez conduites? Pour chacune des questions, on alternera le tour de parole. Donc, pour cette première question, je suggère que nous commencions par Joé, suivi de Mouna et de Célia. Donc, Joé, merci d'être avec nous. Je te laisse la parole. Merci déjà à toi, Caroline, et l'équipe de la direction de la recherche pour l'invitation de venir vous parler de mes recherches et de ma vision de l'éthique organisationnelle. Alors, pour cette question-là, sur quelles sont mes recherches principales, je voulais vous définir un petit peu comment je vois, c'est quoi l'éthique organisationnelle, parce que je pense que j'agis à différents niveaux là, qui correspondent à cette définition-là. Puis, je vous donne une petite définition maison là, de comment je vois l'éthique des organisations. C'est un domaine de la gestion qui vise à développer des capacités individuelles, donc chez les gens, mais aussi des capacités organisationnelles afin de prévenir les risques éthiques et à gérer les enjeux éthiques auxquels les organisations font face. C'est un domaine aussi qui vise à entretenir des relations éthiques et responsables avec les parties prenantes de l'organisation.
Donc, j'agis, moi, dans mes recherches, mais aussi dans mon enseignement, à ces différents niveaux-là, principalement au niveau du développement des capacités individuelles à réfléchir l'éthique. Je me suis plutôt centrée sur des recherches sur le phénomène de l'empathie dans la gestion. Donc, je m'intéresse à l'empathie comme une compétence de gestion qui améliore l'éthique des organisations et la culture éthique des organisations. Et je vois l'empathie comme une compétence qui se situe sur un genre de continuum du trop peu ou pas d'empathie, un peu comme il y a de la recherche sur les psychopathes organisationnels complètement dénués d'empathie, au trop plein d'empathie, qui peut mener, dans certains cas, à de la détresse émotionnelle, à de l'épuisement émotionnel, etc. Donc, je m'intéresse à ce phénomène-là dans la gestion. Au niveau des capacités organisationnelles à faire face à ces enjeux-là, ben, je m'intéresse plutôt à la dimension de la gestion éthique là, de l'organisation. Principalement, mes projets de recherche s'attardent à la gouvernance éthique des organisations, soit sur la composition des programmes d'éthique organisationnelle, leur impact, leur efficacité, ou aussi sur les enjeux de la gouvernance éthique de la santé, principalement les approches participatives de la gouvernance en santé. Et puis finalement, plus récemment, je m'intéresse à un enjeu de pointe en éthique organisationnelle, c'est-à-dire l'éthique du numérique, l'éthique de la transition numérique et l'éthique de l'intelligence artificielle, dans lequel je m'intéresse spécifiquement à comment faire le pont entre les grands principes en éthique de l'intelligence artificielle, mais comment on met ça en place pratiquement, là, concrètement dans les organisations. Ça résume un petit peu mon programme de recherche. Merci beaucoup. Joël, on a hâte d'en savoir plus avec les questions prochaines, des thèmes très pertinents. Maintenant, je céderai donc la parole à Mouna. Bonjour à tous et merci Caroline pour l'invitation et puis merci à tous mes collègues qui sont présents aujourd'hui avec nous. Alors moi, je fais de la recherche en sciences comptables et comme vous l'avez dit tout à l'heure, plus spécifiquement de la recherche en audit ou en vérification. Alors, le métier de vérificateur, c'est un métier qui est bâti sur une belle contradiction, c'est-à-dire que les vérificateurs comme profession, il existe essentiellement dans l'objectif de protéger l'intérêt du public pour vérifier que les comptes financiers des entreprises sont sincères, sont fidèles à la réalité. En même temps, ces vérificateurs sont choisis et payés par ces mêmes entreprises dont ils sont les vérificateurs. Donc, évidemment que faire de la recherche autour d'un métier qui est caractérisé par une situation intrinsèque, disons, de conflit d'intérêts, amène d'emblée des questionnements éthiques. Et ces questionnements, ils ont été jusqu'ici toujours résolus en mettant des règles de conduite, des interdictions, des normes professionnelles, des bonnes pratiques à suivre, des choses à éviter, des mesures de sauvegarde à mettre en place. Bref, des formes de résolution que je considère particulièrement inefficaces puisque nous continuons toujours de manière assez régulière à voir émerger des scandales ou des crises où le travail du vérificateur est souvent pointé du doigt. Alors, pour revenir à ta question, je dirais que ma principale thématique de recherche en lien avec l'éthique, c'est de comprendre comment fonctionne l'éthique en pratique dans la vie organisationnelle de tous les jours. Alors, les résultats de mes récents travaux, ils démontrent essentiellement deux choses. D'abord, la nature essentiellement dialogique et collective de l'éthique. L'éthique est peut-être dérivée de notre culture, de nos perceptions individuelles des choses, mais cette culture, ces perceptions sont constamment en construction dans nos interactions, dans nos échanges avec les autres. Et la plupart de nos questionnements éthiques, en fait, en réalité, on les résout en tenant compte de l'autre, des positions des autres, de nos relations avec eux et de la culture organisationnelle dans laquelle on évolue. Donc ça, c'est l'un des résultats de mes recherches. Et puis, ce que ma recherche démontre aussi, c'est que les frontières qui séparent l'éthique de ce qu'il est peut-être un peu moins, ils sont flous, elles sont contextuelles, elles sont inconfortables. Donc, on a souvent cette tendance à nous croire irréprochables à cause du simple fait qu'on est des experts, qu'on respecte les règles, qu'on fait confiance à nos jugements. Mais ça, c'est ce que j'appelle la vision étroite de l'éthique, qui le confond peut-être un petit peu beaucoup avec la conformité aux normes, avec la conformité aux règles de conduite. Alors que ce n'est certainement pas en me conformant aux règles ou en évitant certains comportements proscrits que je vais prendre les meilleures décisions qui soient dans l'intérêt du public.
Donc, la vision de l'éthique en tant que conformité aux règles, je dirais qu'on l'a choisie tous parce que c'est facile, parce que c'est observable, parce que c'est des cases à cocher, qu'on est content de les cocher. Mais l'éthique, c'est surtout inconfortable, c'est surtout ambigu. C'est lorsque tu connais la bonne décision, mais que tu ne sais pas comment la mettre en place, ou que tu appréhendes, ou que tu ne veux pas aller contre la majorité. Donc, si je résume tout ça en 2 mots, je dirais que ma thématique de recherche, c'est de montrer que l'éthique est essentiellement collective et multidimensionnelle dans le sens où qu'elle va au-delà de la conformité des règles, de la conformité aux règles de comportement ou aux règles professionnelles. L'éthique, c'est avant tout une responsabilité envers les autres. Très intéressant, Mouna. Donc, c'est en complémentarité avec ce que Joey exprimait aussi sur l'empathie. Hein. Donc, il y a un jugement qui est porté. Donc, ce n'est pas une règle éthique. Donc, il y a une ambiguïté à décoder aussi pour avoir les comportements les plus qui correspondent le mieux aux valeurs aussi. Merci beaucoup, Mouna. Très belle introduction. Célia? Oui, merci beaucoup, Caroline, équipe, pour l'invitation aujourd'hui. Donc, pour moi, ma recherche en éthique organisationnelle se concentre sur les influences physiques et sociales qui peuvent façonner les perceptions, les jugements et les décisions des gens. Donc, pour moi, le thème principal de mon programme de recherche est l'étude de la malléabilité de la morale humaine. On peut dire que nous voulons croire que nos valeurs morales sont stables, mais en fait, la recherche suggère que nous sommes beaucoup plus influençables que nous ne le pensons. Donc, par exemple, les résultats de mes récentes études expérimentales ont montré que le simple fait de placer des gens dans les groupes de compétition plus grands, par rapport à des groupes plus petits, avec plus de concurrents, incite les gens à tricher davantage car ils pensent qu'il y a un nombre absolu plus élevé de personnes dans le groupe qui trichent et qu'ils devraient donc le faire aussi. Et dans une autre étude expérimentale, mon co-auteur et moi-même avons découvert que la mesure dans laquelle les actes répréhensibles peuvent être détectés avec précision par un système disciplinaire peut influencer les gens à penser que le vol, donc c'est un comportement clairement non éthique, était moins mauvais et plus normal lorsque le système disciplinaire était faible, ce qui a ensuite conduit les gens à voler davantage au fil du temps. Donc, ces résultats montrent qu'il est possible d'influencer les gens simplement en modifiant l'environnement autour d'eux. Et ça, c'est vraiment le thème principal pour moi, juste comment les environnements autour de nous peuvent influencer nos décisions et comportements. Il y a la question des valeurs, mais il y a l'influence du contexte aussi. Il y a le chercheur Philippe Zimbardo en psychologie sociale qui a écrit un livre intéressant sur l'effet Lucifer, qui n'est pas en éthique organisationnelle, mais qui fait référence à ce phénomène sur l'influence du contexte. Merci Célia, extrêmement intéressant. Passons donc à notre deuxième question. Et là, c'est une question plus personnelle. Ça vous concerne, vous, comme chercheur. Donc, je suis curieuse de savoir qu'est-ce qui vous a amené à décider d'étudier l'éthique en milieu de travail et qu'est-ce qui vous incite encore aujourd'hui à poursuivre dans cette voie-là. Donc, on alterne le tour de parole, si vous voulez bien. Et pour celle-ci, je suggère qu'on commence par Mouna, suivi de Célia et Joe. Merci Caroline. Donc effectivement, les raisons sont, je dirais, personnelles. Moi, je suis quelqu'un qui voit des enjeux éthiques partout. Je pense que c'est quand même un thème où chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous rencontre et sur lequel réfléchit beaucoup dans sa vie, que ce soit pour des questions d'ordre personnel ou professionnel. Quels que soient nos domaines de spécialisation, je pense que l'éthique est toujours là. Elle est dans les finances, dans l'économie, dans la transformation numérique, dans le management, dans les décisions. Donc, qui dit obligation professionnelle et obligation sociétale dit essentiellement des obligations éthiques vis-à-vis des autres et de soi-même. Si je devais donner une raison plus spécifique, au-delà de l'intérêt personnel, je dirais que mon domaine qui est la comptabilité,
J'ai commencé ma maîtrise et ensuite décidé de faire un doctorat dans les années où la profession d'audit vivait une crise de confiance qui avait démarré au début des années 2000 et s'est entérinée avec la crise financière de 2008. Alors, ces différentes crises, ils ont enfin montré que le respect des règles éthiques était loin d'être synonyme. Donc, je dirais que je suis dans un domaine professionnel qui est un domaine où l'éthique est un enjeu crucial et toujours en date d'aujourd'hui non résolu. Donc, pour quelqu'un qui enseigne ce métier à des futurs comptables et vérificateurs, j'ai moi-même le goût de mieux comprendre comment fonctionne l'éthique. Parce qu'on a les règles, on a les normes, on a beau les respecter, mais on arrive toujours à avoir des mauvaises surprises, avoir des crises, avoir des situations où clairement les comportements sont loin d'être irréprochables. Donc voilà, donc pour moi, là, j'ai toujours eu le goût, enfin, de mieux comprendre comment fonctionne l'idée en pratique, puis comment aider les jeunes à comprendre cette notion, comment les sensibiliser pour qu'ils soient capables d'eux-mêmes de repérer les enjeux éthiques lorsqu'ils existent, de quelle façon est-ce qu'on doit réfléchir, quel cheminement on doit avoir lors de nos prises de décision pour s'assurer de vraiment servir l'intérêt du public, car s'ils continuent comme les générations passées à penser que si les normes et les règles sont OK, alors tout est OK, bah, l'avenir risque de nous révéler encore de mauvaises surprises. Donc, pour moi, il y a une raison d'intérêt personnel, puis il y a une raison d'intérêt qui a été amenée par les circonstances et puis qui continue toujours à m'animer aujourd'hui, puisque toujours aujourd'hui, je suis dans un domaine qui est l'audit et la vérification pour lequel les problématiques éthiques sont plus que jamais encore d'actualité. Merci beaucoup, Mouna. C'est vrai qu'à l'écoute des médias dans les dernières années, on a été sensibilisés aux ravages que les problèmes d'éthique en gouvernance peuvent occasionner. Mais comment maintenant on peut sensibiliser puis amener les étudiants déjà à se poser des questions sur le futur pour les amener à être mieux à même de réagir face aux dilemmes qu'ils vont rencontrer. Là, je pense que ce sont des considérations extrêmement importantes. Merci beaucoup, Mouna. Célia? Ah oui, merci Mona. Pour moi aussi, j'ai des raisons très personnelles aussi. En fait, c'est les expériences professionnelles de ma mère m'ont influencé pour travailler dans ce domaine. Parce que pendant mon enfance, ma mère racontait toujours ses expériences professionnelles à l'heure de dîner, des cas où elle-même ou ses collègues avaient été victimes d'injustices, ou des cas où elle avait observé ou entendu parler de comportements contraires à l'éthique, par exemple la tricherie ou la fraude. Et je me rappelle que j'ai trouvé incroyable que beaucoup de ces situations qui semblaient moralement incorrectes, même pour un enfant, soient considérées comme normales et acceptables par les adultes. Oui, pendant mes études, j'ai alors commencé à me demander comment et pourquoi les jugements moraux et les décisions des gens peuvent être modifiés par leur environnement physique et le contexte social. Et pour moi aujourd'hui, c'est les étudiantes qui continuent de me motiver à étudier ce sujet. Sachant que nous, les parents, entrés dans un monde du travail où les scandales d'entreprise se produisent, je réalise qu'il est très, très important de continuer à comprendre quand et pourquoi les gens prennent des décisions non éthiques, ainsi que les interventions que les organisations pourraient prendre aussi. Même un enfant peut réaliser qu'il y a un problème manifeste, puis qu'à l'état adulte, on arrive à prendre des décisions qui sont clairement non éthiques. Donc, intéressant. Merci, Célia, pour l'histoire de ton intérêt. Joé? Bien, moi aussi, je vais vous faire ma petite histoire personnelle. Et puis, en fait, au sortir de l'adolescence, je vous ramène loin, là, au sortir de l'adolescence, il y avait deux choses que je savais que je ne voulais pas faire dans la vie, c'est-à-dire que je ne voulais pas être comme mes parents, donc comme mon père et comme ma mère. J'étais comme en opposition à mon modèle familial. Et mon père était professeur d'université et ma mère, elle était travailleuse sociale qui ne faisait que parler de justice sociale à la maison. Donc, je ne voulais pas faire ça.
Je me suis inscrite en business, en finance à HEC, en pensant que je m'éloignais peut-être d'un modèle. Et finalement, le fruit tombe pas très loin de l'arbre, en tout cas, l'expression, finalement, ça m'a rattrapée. J'ai probablement le même âge que Mouna. J'ai fait ma maîtrise, je faisais une maîtrise à Sciences Po en 2002-2003, et puis c'était Enron, Andersen, WorldCom, les grands scandales. Et puis, quand je regardais ça, je me retrouvais pas dans toutes ces grandes crises, je me retrouvais pas dans ce que je connaissais du milieu des affaires. Est-ce que je me disais j'étais choquée, en fait, j'étais comme outragée qu'on associe aussi les gens d'affaires à des gens sans scrupules, individualistes, prêts à tout, piler sur n'importe qui pour atteindre leurs objectifs, même si peut-être ça illustrait une certaine réalité des milieux d'affaires. Ben, je trouvais que c'était qu'il fallait valoriser une autre façon de faire des affaires et puis qu'il fallait trouver une façon de faire des affaires qui intègrent bien évidemment l'intégrité, les valeurs morales aussi, mais qui étaient en phase avec bien, les valeurs sociales, l'évolution de nos sociétés. Puis on l'a vu à quel point dans les dernières années avec MeToo, d'autres mouvements sociaux qui dénonçaient la discrimination raciale, etc., que ben, ça change vite, puis il faut évoluer dans les organisations pour s'adapter aux valeurs puis aux mouvements sociaux là, qui dénoncent plusieurs choses. Donc, je me retrouvais pas dans cette vision du milieu des affaires et puis j'ai décidé rapidement de me poser les questions. Puis après, j'ai fait une autre maîtrise en gestion de crise et en gestion. Puis j'ai travaillé sur l'analyse éthique du Enron parce que c'était exactement dans ce temps-là. Alors, depuis ce temps-là, je me suis vraiment intéressée à ça, puis je m'entame pas. C'est-à-dire qu'on peut dire que ce sont des questions qui sont toujours autant d'actualité maintenant qu'il y a 20 ans. Je dirais même que, ben, faut dire qu'il y a 20 ans, c'était pas exactement la même chose. J'ai commencé à enseigner très, très tôt l'éthique parce qu'il y avait des changements. On nous demandait à HEC d'intégrer des cours d'éthique spécifiquement dans le programme de MBA, les accréditations. Donc, j'ai commencé à enseigner l'éthique, ça fait au moins 15 ans. Et puis, quand j'ai commencé à enseigner, j'avais l'impression d'être une missionnaire. C'est-à-dire qu'il fallait que je preachais, qu'il fallait que je convainque les gens que l'éthique, c'était important en affaires. Et souvent, on m'opposait, ouais, mais business is business. L'éthique, ça n'a pas, pas sa raison d'être dans cette équation-là, etc. Puis maintenant, je ne reçois plus ça, pour dire que ces commentaires-là commencent à être un petit peu marginaux. Souvent, avec la pression sociale, même dans mes classes, les gens qui pensent comme ça s'affirment peut-être un petit peu moins facilement qu'il y a 15 ans. Maintenant, j'ai plus l'impression de répandre la bonne nouvelle là, ou d'essayer de convaincre des gens. Les gens, vraiment, j'ai l'impression que les gens viennent à nous en éthique, les gens qui travaillent en éthique pour vraiment... ils sont déjà convaincus. Déjà, les nouvelles générations sont super convaincues, là, sont sensibles peut-être à ces enjeux-là. Mais c'est comment on le fait, là? Comment on est capable de mettre ça en place dans les organisations? C'est ça la réelle questionnement. Bref, une histoire pour dire qu'il y a toujours un côté full circle hein, dans nos histoires où les choses qu'on rejette nous reviennent, puis finalement, on devient toujours un peu comme nos parents, peut-être. Ça fait de bonnes choses dans ton cas, Joey, parce que c'est une belle contribution à l'école et ailleurs, là, bien au-delà des frontières de l'école en éthique. Puis, c'est heureux ce que tu observes, là, de voir qu'il y a eu une évolution dans les mentalités et même en classe, tu observes que les gens sont beaucoup plus sensibles. C'est sûrement la même chose pour Célia et Mouna aussi. Là, vous observez que les gens sont de plus en plus sensibles aux enjeux éthiques et accordent de l'importance. Donc, c'est grâce à des personnes comme vous qui avez mis des efforts aussi pour sensibiliser puis étudier l'éthique. Aujourd'hui, on observe cette belle évolution. Les choses ne sont pas acquises encore. Il y a beaucoup de travail devant nous, mais il y a plus de réceptivité qu'il y en avait. Merci à vous trois. On irait à la troisième question qui, de ma perspective, est sans doute la plus importante. Donc, j'aimerais que vous commentiez sur les impacts que vous aimeriez avoir ou que vous avez eu jusqu'à maintenant au niveau de vos recherches, que ce soit les impacts sur les étudiants, sur les gestionnaires, les organisations
ou de façon plus générale sur la société. Donc, de quoi vous êtes fiers en termes d'impact ou si vous projetez dans le futur, de quoi vous aimeriez être fiers lorsque vous aurez poursuivi encore davantage votre carrière de recherche? Donc, pour cette question, on pourrait commencer par Célia, suivie de Joé et de Mouna. Ok, merci Caroline. Donc pour moi, quand je mentionne mes recherches à mes étudiants, particulièrement au programme MBA, je trouve très encourageant d'entendre qu'ils trouvent mes recherches pertinentes et utiles à leur expérience professionnelle. Et pour moi, je pense que c'est encourageant de penser à l'impact pratique que mes recherches pourraient avoir dans les organisations. Et comme j'ai étudié la façon dont les systèmes institutionnels et les structures sociales peuvent être modifiés pour influencer des décisions comportementales des gens dans des contextes expérimentaux, je pense que c'est permis de tirer des conclusions causales et d'augmenter la robustesse des résultats. Donc, je suis convaincue que si les organisations conçoivent des interventions basées sur certains de mes résultats de recherche, elles verront probablement des changements comportementaux concrets chez leurs employés au fil du temps vers des comportements plus souhaitables aussi. Donc, c'est ça, c'est ma réponse. Le but, c'est de changer les comportements par l'organisation qui a des résultats de votre. Merci. Donc maintenant, Joé. Alors, je pourrais vous dire que c'est l'impact de mes recherches, c'est ce que évidemment qu'on recherche tous, puis qu'on veut avoir des publications qui vont dans ce sens-là, mais je pense que l'impact pour moi, je le vois beaucoup davantage peut-être avec mes étudiants, avec les gestionnaires que je forme, évidemment, et puis ça va peut-être faire écho à ce que Mouna disait tantôt. Moi, je dirais que dont je suis vraiment fière, c'est d'amener une vision de l'éthique à HEC, mais ailleurs aussi, qui va au-delà de la conformité réglementaire, qui fait écho, c'est ça, à ce que Mouna, tu disais avant. Pour moi, la conformité réglementaire, c'est vraiment comme le plancher des, tu sais, c'est le minimum, là, mais pour vraiment travailler sur ces questionnements éthiques, il faut aller bien au-delà de ça, et puis d'où mes recherches sur l'empathie, mais sur toutes les pratiques qu'on peut mettre en place dans les organisations pour vraiment tenter d'améliorer les comportements et au-delà de la seule conformité. Donc, d'être capable d'amener ce message-là, que les gens ils disent embarque et puis qu'ils soient d'accord avec cette vision-là, je suis contente de ça. Je dirais qu'avec mes étudiants, ce que j'aime le plus et ce à quoi je tiens beaucoup, c'est je trouve ça précieux d'être capable d'aborder des questions extrêmement difficiles avec les étudiants, des questions que peut-être certains collègues fuient de très loin parce que c'est pas toujours facile à aborder. Mais dans les cours d'éthique, spécifiquement au bac, là, dans notre cours obligatoire au bac, on aborde des questions de diversité, d'inclusion, des questions pas faciles de comportement déviant, de comportement, et qui finalement, on est capable de tout aborder ça dans le respect. Ça se passe vraiment bien avec les étudiants. Et puis, bon, évidemment, moi, je suis assez fière de ça, qu'on soit capable d'avoir ces conversations avec les étudiants. Puis, on a quand même beaucoup évolué là, dans les dernières années. Maintenant, je dois dire qu'il y a une majorité des étudiants à HEC qui sont sensibilisés à l'éthique dans leur parcours académique. Et puis, on est encore en train de travailler pour améliorer cet aspect-là aussi. Donc, ça, je suis bien contente de ce qu'on a fait là, en éthique depuis les dernières années. Puis aussi, bien évidemment, quand les étudiants ou les gestionnaires me disent que avec mes formations, avec cette sensibilisation-là, ils sont un peu plus à l'aise de s'affirmer leurs valeurs ou de vivre leur carrière ou leur vie professionnelle en phase ou en actualisant leurs valeurs personnelles. Dans une certaine mesure, avant, il y a plusieurs années, des fois, les gens qui s'affirmaient trop moralement dans le cadre du travail, ils étaient comme marginalisés, ils étaient vus un peu comme des quétaines dans le milieu, et c'était comme des empêcheurs, des fois, de tourner en rond. Il y avait comme un peu quelque chose de... Et maintenant, je trouve, quand on est capable de faire passer le message qu'on peut faire des affaires et être authentique et être intègre et vivre notre carrière, notre vie professionnelle, guidée par des valeurs éthiques, des valeurs morales, ben, je trouve que j'ai fait ma job. Fait que voilà, c'est ce que je trouve qui est utile.
se faire confiance d'exprimer nos valeurs au travail. Hein? Donc, c'est déjà un gros apprentissage. Puis quand tu disais que tu abordes des sujets sensibles en classe, puis que ça se fait dans le respect, en soi, ça, c'est une compétence aussi importante d'être capable d'apprendre à discuter de sujets plus délicats, controversés, dans le respect puis l'ouverture. Donc, ça prépare à devenir aussi des gestionnaires, des adultes qui sont capables d'assumer leurs valeurs aussi, puis de les faire valoir en milieu de travail. Merci, Joé. C'est très intéressant. Mouna? Merci Caroline. Bon, en fait, j'ai pas envie de répéter ce que mes collègues viennent de dire parce qu'effectivement, je pense qu'on a tous choisi ce métier aussi pour l'impact que que nous espérons exercer chez les jeunes, donc apprendre aux futurs professionnels comptables les techniques, mais aussi les enjeux éthiques qui se cachent derrière les techniques de comptabilité. Moi, cela, ça m'anime tout particulièrement. Comme disait José, moi j'ai un cours de recherche au Nodi, puis que je leur ramène parfois des extraits de discussions que j'ai avec des vérificateurs dans lesquels la conformité réglementaire elle est à 100%. Il y a vraiment rien d'irréprochable en termes de conformité. Puis je leur dis, est-ce que vous pensez quand même que cette décision-là, vous pensez qu'elle est morale, qu'elle est éthique, est-ce qu'elle a été vraiment faite dans l'intérêt du public ou dans l'intérêt de parties privées? Puis les étudiants, ils sont complètement ébahis, surpris de constater à quel point le respect des règles ne conduit pas forcément ni à des comportements adéquats, ni à des comportements responsables envers les autres et envers notre société. Puis, si je veux ajouter quelque chose au-delà des étudiants, je dirais aussi ce qui m'anime, c'est l'aspect critique, l'aspect questionner ce que plusieurs d'entre nous prenons pour acquis. En fait, moi, je suis dans mon domaine ce qu'on appelle une chercheuse critique. Alors ça vient avec un challenge supplémentaire en termes de publication, en termes de revues qui acceptent ce genre de recherche. Mais en même temps, moi, je crois en ce type de recherche et je trouve qu'elle a beaucoup d'impact en termes de faire réaliser aux professionnels et aux régulateurs l'obsolescence de certaines conceptions de l'éthique organisationnelle et de les inviter à voir au-delà de beaux discours, au-delà de belles règles, de chercher à comprendre comment concrètement pourrions-nous changer les pratiques dans le sens positif. En fait, dans de nombreuses situations, la résolution d'un problème éthique, ça nécessite d'abord d'apprendre comment réfléchir. Comment avoir une forme de réflexion qui permet de partager différents points de vue éthiques différents, tout en tenant compte des conséquences de notre décision pour le bien de tous. Donc, comme a dit Célia tout à l'heure en parlant de sa maman, quand elle leur racontait pendant les dîners les problématiques là, qui la frustraient, ben c'est ça. En fait, être témoin de violations éthiques, c'est particulièrement frustrant pour les personnes qui savent qu'ils ont raison, mais qui n'ont pas les moyens de se faire entendre ou de prendre des mesures correctives. Puis je sais que mes étudiants vont se retrouver dans ces circonstances-là. Ils vont avoir une hiérarchie, ils vont avoir d'autres contraintes que même s'ils savent qu'ils ont raison, ils ne vont pas pouvoir agir sur leurs décisions. Donc la gestion de ces situations requiert ce que j'appelle un sens pratique de l'éthique qui est qui n'est pas toujours présent ni dans les règles, ni dans les codes des conduites, ni dans les normes. Et sur ce sujet, je pense que la recherche est vraiment d'une très grande utilité, que ce soit pour nous aider à former les jeunes générations, pour soutenir les efforts qui sont faits dans ce sens par les organisations ou pour aider la société à mieux réfléchir en termes de conséquences de nos décisions sur les autres. Et puis, pour revenir à ta question sur la fierté, moi je dirais que je serais vraiment fière. C'est le jour où on arrêterait une fois pour toutes de se focaliser à vérifier si les comptables ont respecté leurs responsabilités professionnelles ou ont évité de les respecter et qu'on se focalise à la place à augmenter leurs désirs et leur prédisposition naturelle à agir spontanément pour le bien commun. Ça veut dire à les faire réfléchir en termes euh, d'agir naturellement pour le bien de tous, au lieu de les faire réfléchir tout le temps, est-ce que j'ai respecté les règles, est-ce que je suis conforme ou non.
Merci beaucoup, Mouna. Donc, l'éthique, effectivement, va bien au-delà du respect des règles et de procédures. Donc, ça, c'est la base. Développer l'esprit critique, l'empathie, pouvoir discuter des sujets en amont. Donc, je pense, pris dans l'urgence, si on n'a jamais eu cette préparation en tant qu'étudiant, ça peut nous amener malheureusement à prendre des décisions qui respectent les procédures et les règles, mais qui ne vont pas nécessairement dans le sens des valeurs qu'on veut véhiculer. Donc, votre travail est très, très important. Exactement. Je partage entièrement là, la fierté que vous pouviez espérer là, dans le futur avec les travaux que vous menez. Donc, j'ai une quatrième question pour vous, mesdames. Une question qui est tournée vers le futur cette fois. Donc, j'aimerais qu'on discute des enjeux éthiques auxquels les organisations seront confrontées dans les prochaines années et comment vous, comme chercheurs et la communauté de chercheurs en sciences de la gestion, en éthique organisationnelle en particulier, peut contribuer à préparer les dirigeants, les gestionnaires à faire face aux enjeux qui se dessinent. Donc, pour cette question, je propose qu'on commence par Joey, suivi de Mouna et Célia. Merci, merci beaucoup. Je suis super inspirée d'entendre mes collègues et leur vision des choses. Je suis contente de cette rencontre. Pour la suite, pour le futur, moi, je vous dirais le cœur probablement de ma programmation de recherche actuelle, c'est sur les enjeux de la transition numérique. Là. Donc, et vraiment, je vous dirais que je pense que j'ai jamais eu autant d'appels d'entreprises. Tu sais, avant, les entreprises, il y avait des fois une vision que l'éthique des organisations, c'était comme très théorique, cette histoire-là, et c'était pas très concret. Là, tout d'un coup, ça cogne à la porte des gens qui font de l'éthique des éthiciens. Et là, les gens en entreprise disent, là, venez nous aider, on ne sait pas comment aborder les enjeux qui sont liés à la transition numérique. Donc, tout ce qui sont les enjeux liés à la gestion des données, hein, les enjeux éthiques liés à l'exploitation des données massives, à la gestion des données, tous les enjeux liés au développement de l'intelligence artificielle, mais aussi au déploiement ou à l'implantation de ces systèmes-là dans les organisations. Ça amène une complexité vraiment importante. Je dirais que ce que je vois en ce moment, c'est les entreprises, beaucoup d'entre elles sont intéressées par les grandes potentialités de l'intelligence artificielle, par les promesses technologiques qui sont devant nous, mais ça va vite. Et puis des fois, on n'a pas le temps de réfléchir à toutes les conséquences de ces changements technologiques-là. Et là où ils commencent, des fois où ils le voient, c'est dans la transformation de l'emploi. Là, tout d'un coup, là, ils font comme « Oh boy, ça change! » Hein, ma collègue Mouna qui parle de comptabilité, la job des comptables, l'identité professionnelle même, elle évolue hein, avec l'intégration du numérique. Et on le voit beaucoup dans le milieu de la santé aussi, avec des professionnels comme, imaginons, les radiologistes qui voient leur profession complètement bousculée ou changée ou évoluer avec l'introduction de ces technologies numériques-là. Ça fait que souvent, les entreprises vont dire, ou les organisations vont voir, là, quand ça commence à bousculer l'emploi, il y a de la résistance, les gens ils disent « Ouf! » Hein, il y a des gens qui sont engagés pour gérer la transition numérique, puis finalement, qu'ils voient très bien venir qu'à la fin de la transition, eux autres, ils n'ont plus de job. Là. Donc, il y a comme il y a comme une transformation qui fait peur pour certains. Et je dirais que en ce moment-là, les gestionnaires cherchent beaucoup de réponses à ces questionnements-là. Là où il y a beaucoup de travail à faire aussi, c'est comment on est capable de traduire les beaux principes éthiques de l'IA. Et il y en a plein qui ont été proposés, puis il y en a un comme la Déclaration de Montréal, qui est une belle initiative qu'on a ici. Mais OK, mais comment on fait pour traduire ça, là, ces principes-là, dans un algorithme d'IA? Comment le principe, par exemple, d'équité, ça devient un algorithme plus équitable et là, moins discriminatoire. Et ça, cette transition-là entre des grands principes et des pratiques concrètes, ça demande énormément de travail, mais aussi ça demande, et j'en ai déjà parlé à d'autres reprises, peut-être même dans de travailler en interdisciplinarité, c'est-à-dire que des éthiciens qui travaillent avec des gens en sciences des données, avec des gens en TI, honnêtement, ça ne va pas nécessairement de soi. On s'aime tous beaucoup, mais des fois, on dirait qu'on ne parle pas le même langage. Tu sais? Donc, il y a comme des méthodes de recherche, des méthodes de travail qui sont différentes et
Et tout ça, c'est un grand foisonnement puis développement. Là, je pense qu'on vit la transition, là, on est en plein dedans. Est-ce que le milieu des affaires dans 10 ans va ressembler à ce qu'il est aujourd'hui? Je ne pense pas. Comment on est capable de ne pas échapper personne et pas non plus causer des torts à travers cette transition-là? Je pense que c'est là où on doit vraiment agir en éthique des organisations pour les prochaines années. En tout cas, il y a beaucoup de demandes. Un très gros enjeu, Joé, hein, les aspects humains dans le développement et l'implantation de l'intelligence artificielle. L'algorithme lui-même peut peut avoir des biais. Donc, dans le développement de l'intelligence artificielle, on doit avoir un volet éthique. Puis ensuite, bien, tout l'enjeu de l'implantation aussi que tu as commenté. Donc, comment est-ce qu'on accompagne les gestionnaires, les dirigeants avec ce volet humain, les enjeux éthiques que ça peut comporter. Donc, absolument, tout ce virage numérique, je pense qu'en éthique organisationnelle, il y a beaucoup à faire. Merci, Joé, très inspirant, très intéressant. Maintenant, on peut passer la parole à Mouna. Merci Caroline, et puis je partage complètement le point de vue de Joé, et puis j'avais aussi prévu de parler de cette partie-là sur la transformation numérique en tant que comptabilité, mais je dirais que du point de vue pratique, dans le domaine comptable, il y a certainement l'aspect de l'application de l'éthique dans les firmes professionnelles, à qui on essaie de faire réaliser que l'éthique est essentiellement un effort collectif. Le seul fait d'avoir raison sur le plan éthique n'est d'aucune utilité, je dirais, ou si peu d'utilité pour une personne si la majorité continue à penser différemment. Donc, il y a une certaine prise de conscience qui est en cours, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour comprendre cet aspect collectif de l'éthique. Il y a aussi du relationnel et du politique dans l'éthique, parce que pour être concrète, là, c'est disant que tu ne vas pas nécessairement, par exemple, rapporter un comportement déviant si ça a été perpétré par un collègue que tu aimes bien. Et ça ne veut pas dire que tu n'es pas éthique. De ton propre point de vue, c'était la bonne décision à prendre. Mais dans ta réflexion éthique, tu as simplement privilégié la valeur de la loyauté vis-à-vis de ton collègue à celle de l'objectivité. Ou peut-être parce que tu crois dans la justice et que tu penses que même si le comportement de ton collègue n'était pas correct, il était juste compte tenu des circonstances particulières de ton collègue. Donc, il y a beaucoup de relationnel dans l'éthique. Là, ton processus de réflexion était plutôt centré sur tes propres sentiments vis-à-vis de ton collègue. Donc, tu n'as pas forcément tenu compte de l'impact sur d'autres personnes dans cette réflexion. Donc, ce n'était pas vraiment une réflexion éthique. Donc, je dirais, du point de vue des firmes professionnelles et des organisations, le défi reste qui est de vraiment réussir à inculquer une culture éthique efficace qui intègre les intérêts de tous. Donc, ce n'est pas moi ou l'organisation en elle-même qui sont seulement concernés par ma décision, c'est toute la société. Donc, je dois mesurer dans ma réflexion éthique l'impact concerné par ma décision, l'impact et la signification sociétale donc, de ma décision. Car en tant qu'expert comptable, on oublie souvent que je ne travaille, c'est ce que j'essaie d'expliquer à mes étudiants, c'est que tu ne travailles pas pour toi, tu ne travailles pas pour les clients, tu travailles pour l'intérêt du public. Et chaque décision, elle doit être basée sur l'intérêt du public, pas l'intérêt de la firme, pas l'intérêt du client. Sinon, on est dans un processus de réflexion d'optimisation fiscale ou de réflexion d'optimisation comptable, mais tu n'es pas dans une réflexion éthique. Donc, la recherche, pour moi, elle est vraiment utile dans ce sens-là pour développer le côté pratique de l'éthique dans les organisations. D'autant plus aujourd'hui, comme disait Joé, avec la transformation numérique, en tout cas dans mon domaine, la profession comptable, elle s'en va dans un univers qui est relativement très peu maîtrisé, qui amène son lot de problématiques qui sont à la fois techniques et éthiques, et que ce soit en termes à quel point je peux faire confiance aux processus automatisés, à quel point ces processus automatisés ne vont pas créer de la dépendance vis-à-vis des systèmes et des
des informations qui proviennent du client et qui ne sont pas nécessairement vérifiées, à quel point cela ne va pas entraîner des négociations vers la baisse des rémunérations, et des sensibilités nouvelles entre les clients et les comptables et les vérificateurs, à quel point le manque d'expertise technologique des comptables risque d'influencer négativement la qualité du travail, à quel point finalement le rôle du conseiller des vérificateurs va peut-être prendre la place de leur métier de vérification. Bref, aujourd'hui, on est en pleine transformation numérique dans le domaine comptable qui amène à de nouveaux enjeux éthiques inédits. Mais tout cela, pour revenir au début de ma réflexion, je dirais que tout cela met encore davantage l'accent sur l'importance de cet effort collectif et l'importance d'avoir une réflexion inclusive que j'espère développer davantage aussi avec ma recherche. Merci beaucoup, Ouna. Donc, une décision éthique, l'éthique peut mener à différentes décisions dans une même situation, mais quelle est la cible, envers qui, où est portée nos préoccupations, donc peut changer la nature de la décision. J'ai beaucoup aimé aussi ta réflexion sur l'influence sociale, donc quand notre décision ou nos valeurs ne sont pas portées par le groupe de travail ou la collectivité, donc c'est une question aussi d'être capable d'avancer un argumentaire pour influencer aussi positivement autour de soi. Merci beaucoup, Mouna. Très intéressant. Célia? Merci, Caroline. Bon, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Et en outre, je voudrais ajouter que, comme Mouna a joué, mais je pense qu'il sera de plus en plus important pour les organisations de vraiment réfléchir et de décider de leur business purpose. Parce que pourquoi il existe, elles? Quelle est leur raison d'être? Je pense que les méthodes traditionnelles de conduite des affaires, dans lesquelles la maximisation du profit est le principal objectif, ne seront plus viables à l'avenir. Et parce que les organisations devront prendre position sur diverses questions sociales, environnementales et éthiques, et s'organiser de manière à donner la priorité au bien-être des personnes et à la santé de la planète. Je pense que la société et les consommateurs attendront des entreprises qu'elles ne se contentent pas de seulement parler de leurs valeurs, mais vraiment qu'elles les mettent réellement en pratique. Et la récente décision que de nombreuses entreprises ont dû prendre en raison de la guerre en Europe est un exemple concret, je pense, de la responsabilité morale que la société attend des organisations. Cela signifie que les organisations seront continuellement confrontées au défi de savoir comment motiver leurs dirigeants et leurs employés à prendre des décisions éthiques. Et comme je l'ai dit aussi, avec les avancées technologiques, aussi les changements structurels des environnements de travail et des structures sociales comme hybrid work ou les équipes long distance virtuelles, je pense qu'il restera très crucial pour les chercheurs de comprendre comment les individus et les groupes sont facilement poussés par différents facteurs dans leurs environnements vers des comportements plus ou moins moralement souhaitables au fil du temps et comment les organisations peuvent mettre en place des interventions efficaces. C'est intéressant ce que tu exprimes concernant un peu la vision élargie qu'on a aujourd'hui de l'efficacité organisationnelle. Donc, les attentes ne sont pas nécessairement exclusivement centrées sur le profit, la rentabilité, mais aussi sur le bien-être des personnes, la responsabilité durable, la responsabilité sociale, le développement durable, la contribution que les organisations ont à ce niveau-là. Donc, les gens ont des attentes maintenant aussi sur d'autres facettes de l'efficacité. Oui, je pense qu'on aura besoin, en tant que chercheur en gestion, d'être présent pour pouvoir contribuer à développer des connaissances et des compétences à tous ces niveaux-là. Merci beaucoup. Merci à vous trois. Il nous reste un peu de temps pour prendre des questions des participants. Donc, comme je l'exprimais au départ, si certains d'entre vous avaient des questions, des commentaires, je vois que je vois déjà une main de lever, vous pouvez les écrire ou lever votre main virtuelle et c'est notre collègue Awa Diallo qui prendra vos questions. Donc, on vous écoute, M. Babin.
Je vais être un peu cynique, mesdames. Je suis d'accord avec vous que dans une société démocratique où on veut le bien de la société, tout ce que vous dites a du sens. Je regarde ce qui se passe dans le milieu politique aux États-Unis, je regarde en Europe, en France, les élections, la droite avait quand même beaucoup de poids. Je regarde la Russie, la direction de la Russie. Est-ce que c'est pas être un peu idéaliste de penser que on va être capable de mettre en place ce genre d'approche-là, de vision-là du monde, de la gestion des organisations, alors que la moitié de la planète va gérer business as usual sans tenir compte de ces aspects-là? Comment on va compétitionner dans ces milieux-là? Peut-être que je peux prendre la réponse à la réponse. Je peux tenter une réponse. Écoute, c'est intéressant parce que les exemples que tu donnes, souvent quand dans les cours en éthique, là, on essaye il faut jongler entre beaucoup de domaines, hein, entre beaucoup de disciplines même de recherche, puisque l'éthique est une branche de la philosophie, mais c'est aussi vraiment éclairé par la sociologie, la psycho, le comportement organisationnel, mais aussi les neurosciences, tantôt tu l'as évoqué. Et puis éthique, politique, droit, là, il y a toutes sortes de liens à faire. Et quand les étudiants me disent, Madame Martineau, c'est quoi le rapport entre l'éthique puis la politique, là, parce que moi, je suis très, très axée dans mon enseignement sur, justement, les enjeux globaux, l'actualité, pas juste dans les milieux d'affaires. Je leur dis, pensez à la Russie, là, en ce moment, là. Un enjeu géopolitique qui pousse des organisations à se demander si elles doivent sortir de la Russie ou elles doivent rester en Russie. Puis il y a des enjeux, il y a une argumentaire éthique, une argumentation qu'on peut faire en termes d'éthique pour les deux. C'est-à-dire, et être capable de démêler ça, et de démêler ces enjeux-là qui sont complexes, hautement complexes, pour moi, c'est une compétence de gestion claire. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de répondre à ta question, comment on va faire, parce que je sens qu'il y a comme quasiment un avantage compétitif là, à ne pas être éthique dans certains pays, puis on le sait que dans la course au numérique, on a un peu cet effet-là aussi, c'est-à-dire qu'on a des pays dans lesquels les règles, même les règles d'éthique de la recherche, de conduite responsable en recherche, puis on en parle, j'en parle pas mal à HEC, ben, elles sont pas les mêmes hein, dans des pays qui amènent beaucoup moins d'importance à ces enjeux-là. Et donc, il y a comme un frein ou une barrière que certains considèrent qu'ici, qu'en se donnant des standards élevés d'éthique, puis en se donnant des standards élevés, par exemple en conduite responsable de nos recherches que l'on fait en IA et dans d'autres choses, ben qu'on on est désavantagé par rapport à certains autres pays. Je pense qu'il ne faut pas le réfléchir comme ça. Je pense qu'il faut le voir comme notre monde est en grand changement. Les jeunes, ils ne le voient pas comme ça. On peut faire un argument stratégique à l'éthique maintenant, c'est-à-dire que les organisations doivent se préoccuper d'éthique, pas juste parce que c'est la bonne chose à faire, puis parce que c'est moralement la bonne affaire, mais parce que stratégiquement, elles doivent y aller aussi. Parce que si elles sont prises au dépourvu, elles ne veulent pas être la dernière à sauter dans le train, là. Et puis, les jeunes générations, elles sont soucieuses de ces enjeux-là. Elles votent aussi Exactement. avec leurs achats, elles votent avec leurs achats, votent avec au niveau politique. Exactement. Et donc, ça change. Mais je comprends le certain cynisme parce que c'est une grande transition. Moi, je vois mes cours d'éthique comme des cours d'éducation citoyenne. Vraiment, là, où on réfléchit à créer des gestionnaires, à former des gestionnaires, mais aussi des citoyens responsables qui vont être capables d'intégrer la réflexion éthique et puis de jongler avec des choses bien complexes comme celles dont on discute maintenant dans leur vie professionnelle. Et je pense qu'on fait notre bout pour les outiller dans ce sens-là. Ouais. Exactement, c'est ce que je voulais ajouter à la réponse de Joël, c'est qu'on a en plus une clientèle aujourd'hui, je parle des jeunes d'aujourd'hui, qui est très ouverte à ces questions-là. Les points soulevés par Gilbert, et je suis complètement d'accord, qui nous accusent d'être idéalistes ou utopistes, moi c'est quelque chose dont je suis régulièrement, je défends ce côté idéaliste que j'ai même dans ma vie de tous les jours, mais moi je trouve que le monde il est en train de changer, et puis non seulement l'éthique est en train de devenir quasiment une nouvelle
un nouvel avantage stratégique, comme l'a précisé Joé, mais aussi, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la génération que j'appelle la génération Z, auprès de qui je suis récemment en train de conduire un projet de recherche avec mon collègue Simon à HEC, c'est des gens avec, c'est des générations différentes, c'est des générations qui ont ouvert les yeux dans le réchauffement climatique, qui ont ouvert les yeux dans les problématiques d'inéquité, d'injustice sociale. C'est une génération de personnes qui ont hâte au changement et qui veulent être le changement, qui ne supportent pas forcément ce qu'ils voient entre eux, devant eux. C'est des générations qui, quand ils entament leur stage et qu'ils voient le déséquilibre vie professionnelle, vie privée, ça les dérange, qui, quand ils voient le plafond de verre dont souffrent les femmes pour atteindre des positions hiérarchiques élevées dans les organisations, ça les gêne. En fait, les hommes qui ont 22 ans aujourd'hui, ce n'est pas les hommes on n'est pas du tout dans la même mentalité que les hommes un peu plus vieux ou que les jeunes de 22 ans d'il y a 20 ans. C'est vraiment une culture qui est complètement différente et voilà, moi, je les appelle la génération de Greta Thunberg là, c'est des gens qui, au contraire, qui veulent travailler, qui veulent changer le monde et qui veulent tout simplement croire croire à un avenir meilleur. Donc, si on leur donne tout simplement la foi dans cette possibilité qu'un avenir meilleur existe, moi, j'ai aucun doute qu'ils feront tout leur mieux pour y arriver. Et puis, nous, j'espère qu'on sera là pour les aider dans ce processus. Puis, j'espère, et puis, je suis quasiment persuadée que les organisations d'ici 30 ans, 40 ans, et puis même du point de vue politique ou d'autres domaines, on va voir, à mon avis, le changement, il est déjà en cours et puis on finira par voir ce discours idéaliste prendre de plus en plus forme avec le temps. Et si je peux ajouter, je pense que ça, c'est une très, très importante question. Je vais parler en anglais maintenant parce que je suis beaucoup plus précise. I think the question you asked is actually very important. And in fact, I think it's important that as researchers and that there's an understanding that it is a very specific viewpoint of societies that are perhaps richer, that are able to have such an ethical, to feel that they have this ethical right, some sort of even superiority to say, yes, now we have the way to go. Whereas, historically, I think it's also very important to understand that some countries and some societies, some communities are not ready to go at that pace. But just because of that, doesn't mean, I think that's, and that's actually quite important to understand the reasons and to be very, to open that conversations. Otherwise, we can actually serve to make the extremes far more, like the distance between these groups far more worse. And we can see that in the United States, that becomes politicized, right? Climate is now is very political, and that is quite dangerous in society. So I think, and this is actually a question that I think continuously we don't really have the answer for. If anything, I think Joey's point about empathy and kind of people who are fighting for this, they have that right to, and people who are not yet ready to hop on that wagon to such an extent should not be looked down on and should still feel that, they can take their pace. But overall, the trend, as Muna and Joey also said, is moving towards that. We cannot escape climate change. We cannot escape the social inequalities. Society is being very aware of that. So, but that's a really great question. No answer, no perfect answer for that, and something we will continue to discuss, I think. Thank you for that. It's important, I think, to recognize that. Merci à vous trois. Vous êtes très convaincante dans votre réponse à la question quand même difficile de Gilbert, et très courageuse aussi de vous attaquer à une thématique où il y a forcément un peu de scepticisme sur notre capacité aussi à aller de l'avant dans tous les contextes, dans toutes les situations. Donc, je vous sens très engagée, puis on a définitivement besoin de chercheurs comme vous là, qui vont de l'avant, puis qui font ce dur travail de sensibilisation puis de développement de connaissances. Donc, bravo. Merci aussi à Gilbert pour l'excellente question. Donc, il est déjà 12h59. L'éthique, on pourrait en parler longtemps, mais on va continuer à en parler longtemps aussi à l'école. Donc, c'est un thème qu'on souhaite continuer à développer, qui est dans nos orientations aussi stratégiques. Donc, je prends la dernière minute pour vous remercier. Merci d'abord toutes les trois panélistes pour
votre pertinence ce midi, pour votre contribution. Donc, vous avez même des mains d'applaudissements là, sur l'écran. Merci à tout le monde qui est présent, qui est présent aujourd'hui pour votre écoute attentive, votre participation. Donc, nos prochains midis de la recherche seront donc, on continuera, on aura une nouvelle programmation, encore une fois, alignée sur le plan stratégique pour mettre de l'avant des thématiques de recherche des professeurs d'HEC qui contribuent à des enjeux de société. Donc, un grand merci. Puis, on se retrouve pour les prochains midis de la recherche à l'automne. Puis, je vous souhaite un excellent après-midi. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation et merci à tous pour votre participation.